es lo único que sé en francés y luego lo que aprendí viendo el vídeo ese típico de la botella de agua. Sí. Que se lo iba traduciendo el tip, lo que decía Alcohol. Bueno, hemos tenido una jornada y esta edición, bueno, hemos tenido las guerras británico-zulúes, donde he caído mortalmente muerto, pero del todo. Hay prueba, ¿eh? Y estamos teniendo muchas cosas de romanos, pero bueno, son unos romanos de esa Roma, de Roma. Me explico. Roma cayó en el 453, creo, más o menos, estoy hablando de memoria, y ahora vamos a hablar de otra Roma. Hemos tenido esta mañana dos escritores también romanos, que yo, vamos, les conozco también hace tiempo, pero no parecen escritores romanos, porque Ben Kane más bien parece un escritor de novelas del oeste y Scarrow parece de novelas de pirata, o sea que tiene nombre de pirata. Sin embargo, Baptiste Toubert sí tiene un nombre literario, parece. Y es tan literario que el tema que trata en su libro, y ahora nos contará más cosas, porque creo que tiene proyectos de escribir más novelas, que yo cuando le conocí hace unos meses, a primeros de año, en Madrid, le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Una trilogía? Y él me dijo, una trilogía es de cobardes. Y dice, voy a hacer lo menos 6. Y creo que está en eso, ¿eh? O sea, por lo menos creo que ya tiene 3, o sea, 2 más preparadas para salir. Entonces, Roma no es solamente la Roma que conocemos, la capital de ahora Italia. Roma cayó, como he dicho, en el siglo V, pero esa Roma, esos romanos, ya estaban en Constantinopla y en Asia Menor. Y allí continuó el espíritu romano. Es decir, Constantinopla, que para quien no lo sepa, debió haber algún emperador, me parece que se llama Constantino o algo, que toma nombre la ciudad, continuó pues casi hasta el siglo XIV-XV. O sea que hay muchas historias de romanos que no se han contado, porque lo que cuenta Baptiste, casi nadie ha contado esto, yo creo que ha sido el primero en hacerlo, trata sobre esa Constantinopla, que era una ciudad casi la más grande del mundo en aquella época, a partir del siglo VI. La novela discurre en el siglo VIII, ¿no? Más o menos. En el siglo VIII. Sí. Bueno, a lo mejor estoy hablando mucho y porque estoy diciendo que vaya traduciendo, vamos a ir haciendo frases más cortas para que no nos perdamos. Y él también, porque él sabe un poquito de castellano, pero a lo mejor con tanta cháchara que tengo no sé. Pues Braulio, que es nuestro traductor, va a traducir más o menos, va a hacer un resumen de lo que he dicho hasta el momento y ahora continuamos. Donc cette année dans cette édition, on va parler à propos de beaucoup de choses à propos des romans. Et ce matin, on a parlé à propos des 2 écrivains qui traitent le roman. Et vous, Baptiste, vous êtes un vrai littéraire. On croit que vous avez un vrai projet. Et quand monsieur vous a rencontré à Madrid, il pensait que vous alliez faire une trilogie. Et non, vous avez dit qu'une trilogie c'est une chose de lâche. Et voilà, et c'est pour ça que vous avez dit que vous préférez en faire au moins 6 trilogies. L'histoire se développe au 7e siècle à Constantinople, où l'esprit romain continue après la chute de Rome. Et ça a été grâce à Constantine que Constantinople prend son nom. Et c'est l'époque où Constantinople était la plus grande ville
de l'Empire romain au 7e siècle. Lo habéis entendido, ¿no? Perfecto. Pues me parece, y si me pierdo me lo dice Braulio también, Constantinopla era la ciudad más grande de aquella Edad Media. Creo que también en China, la capital china también tenía bastantes habitantes, cerca de 1 millón, pero bueno, Constantinopla es la nueva Roma. Y como he dicho, hay pocas novelas sobre Constantinopla. Entonces, para empezar a hablar y que no sea esto un monólogo, vamos a hacer como una pequeña entrevista donde Baptiste nos va a contar todo esto. ¿Por qué te interesó escribir una novela, bueno, una trilogía o una serie sobre Constantinopla? ¿Qué tiene Constantinopla que te llame tanto la atención para dedicarle tantas páginas? J'ai compris. D'accord. Oui, pourquoi j'ai écrit... En fait, cette question-là, c'est la question qu'on m'a le plus posée. Donc, j'ai une réponse qui est un peu rodée maintenant. J'ai écrit un roman sur Constantinople parce que Constantinople, à ce moment-là, comme je pense que vous l'avez dit, c'est vraiment le centre du monde. Et il se trouve qu'à ce moment-là, au début du 7e siècle, l'Empire romain, qui s'était recentré sur Constantinople, a subi une crise qui aurait pu conduire à sa disparition. Et ça s'est vraiment joué à rien. À un moment donné, et c'est ça qui m'a... En fait, je suis parti d'une image. J'ai lu... je voulais écrire un autre roman qui n'avait rien à voir sur la chute de Constantinople, un millénaire plus tard, en 1453, et je voulais relier ça à l'histoire des conquistadors espagnols. Je ne sais pas encore comment j'y serais arrivé, mais c'était ça mon idée. Et je me suis documenté pour cet hypothétique roman, et j'ai lu Edward Gibbon, l'histoire de la chute et du déclin de l'Empire romain. Et dans Edward Gibbon, je suis tombé sur 3 pages qui racontaient le règne de l'empereur Héraclius. Et ces 3 pages m'ont fasciné parce que c'était intégré dans une histoire dont je connaissais certains éléments, mais par fragments. Mais cette histoire-là, précisément, je n'en avais jamais entendu parler. Et elle m'a fasciné parce que c'était l'histoire d'un homme qui avait failli tout perdre, l'Empire romain avait failli disparaître à ce moment-là, qui avait réussi par un coup de génie formidable à retourner une situation désespérée. Et puis quand il pensait, après cet exploit, pouvoir enfin se reposer, les Arabes sont arrivés et ont repris tout ce qu'il avait perdu initialement. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ya habéis visto que no soy yo solo el único que se pone a hablar y no para, también él. Vamos a hacerlo así un poquito para que no perdamos un poquito el hilo. Perdón. Vale, pues es la pregunta que más le han hecho a propósito de Constantinopla. Evidentemente es la crisis del Imperio Romano en el siglo VII después de Cristo e inicia pues, la desaparición del imperio. Partió a través de una imagen. En principio pensaba escribir una novela sobre el siglo XV y empezó a documentarse. Y encontró a un escritor, Edward Gibbon, y leyó 3 páginas sobre Heraclio y le fascinó tanto. Era un hombre que estaba un poco desesperado, que hizo que los árabes pudieran conquistar esta parte. Oui, et donc cette histoire-là, je me suis aperçu qu'elle était une matière éminemment romanesque, et ça me semblait beaucoup plus abordable, ça m'a fait tout de suite beaucoup plus envie que le projet initial que j'avais. Et je me suis dit, mais il faut que j'écrive un roman là-dessus. Je me suis renseigné pour savoir s'il n'y avait pas déjà eu des romans sur cette période-là, sur ces événements-là. Et il y en avait quasiment pas. Il y en avait j'en ai trouvé un roman allemand de la première moitié du XXe siècle,
Alors, il se trouve que je lis l'allemand, donc je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai reçu, et c'était en caractère gothique. Et j'ai renoncé à le lire. Donc, je me suis pas appuyé sur des romans, et donc j'ai écrit ça parce que je me suis dit, bah, ça n'a pas été fait, moi je vais le faire. Esto hizo que el proceso inicial cambiara, buscó para ver si había novelas sobre este fenómeno, este periodo histórico, y encontró una novela alemana de principios del siglo XX, con carácter gótico. Él lo pidió por Amazon, pero al final decidió no leerlo. La novela no tiene un carácter gótico, la novela es una novela de romanos, pero romanos de Oriente, es distinto. En la faja, que a mí me hace mucha gracia, lo pone que es una intriga maquiavélica e historia de amor entre Gladiator y House of Cards. No sé quién habrá hecho esta frase, Vamos, yo os puedo decir que House of Cards no tiene mucho. Sí, hay muchas intrigas palaciegas, entonces ahora a partir no lo irá contando. He dicho antes que tienes pensado la continuación, que ya tienes incluso escrito 1 o 2 libros. ¿Quieres hacer una serie y hasta dónde va a durar esa serie? ¿Y solo va a ser también en la parte de Constantinopla o te vas a mover por el Mare Nostrum? Donc c'est une histoire des romans d'Orient. C'est à peu près une histoire d'amour entre Gladiator et House of Cards. Est-ce que vous pensez, ou vous allez faire une continuation ou faire une série de Constantinople, ou vous allez aller ailleurs, par exemple la zone de la Méditerranée, le Mare Nostrum? Alors, mon éditeur voulait une suite en France, et j'ai dit d'accord, mais une fausse suite. Je voulais pas une suite qui se passe pile là où ça s'était arrêté. Et j'ai commencé à écrire. En fait, j'ai déjà écrit le roman suivant et même les 2 autres romans suivants, parce que le roman suivant était tellement long que j'ai dû le couper en 2. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la suite de Constantinople. Ça se passe exactement à la même période, mais à l'autre bout du monde, en Chine. Et donc, mon idée, c'est qu'à un moment donné, les 2 histoires se rejoignent, sans doute sur la route de la soie, qu'un personnage de Constantinople, par exemple, se retrouve dans l'univers des nouveaux romans, mais ce sera dans plusieurs tomes, ça. Pour l'instant, oui, mon idée, c'est 6 tomes en tout. Il y aura Constantinople, ensuite 3 romans centrés sur la Chine des Tang, c'est parce que c'est le début de la dynastie Tang, exactement au même moment, et un dernier roman qui traitera, lui, de la conquête arabe. El editor se lo dijo que se iba a continuar y él dijo que sí, que de acuerdo. Y tiene una novela que está cortada en 2 partes y no se centra ya en Constantinopla, sino en el mismo periodo, pero en China. Hace que las 2 historias, la de Constantinopla y de China, se junten, y en la historia de China se centra la dinastía Tang. El otro c'était la conquête arabe. Le dernier. Y la última novela se centra en la conquista árabe. Bueno, la continuación va a seguir por ahí, pero a mí sí me gustaría preguntarle, porque la novela, y hablaremos más en profundidad, está centrado entre la lucha entre el Imperio Romano, el nuevo Imperio Romano, y los persas. Eran las 2 grandes potencias, aparte de China, que había en el mundo en aquel siglo VIII. ¿No has pensado tratar el tema de Persa, de los iraníes actuales, en alguna otra novela?
Donc, dans votre roman, il y a la lutte entre l'Empire romain et l'Empire persan. C'était les deux puissances de l'époque. Avez-vous pensé à écrire à propos de la Perse dans vos romans? Dans Constantinople, il est question de la Perse, parce que c'est le grand adversaire de l'Empire romain à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce qui m'a intéressé dans Constantinople, c'est que c'est la guerre à mort qu'ils se sont livrés. C'est-à-dire que pendant des siècles, l'Empire perse, c'est le grand adversaire que l'Empire romain n'a jamais réussi à vaincre. Et pendant des siècles, ils se sont opposés, il y a eu des dizaines de guerres, mais qui n'ont jamais été décisives. C'est-à-dire qu'en gros, ça se jouait entre le Tigre et l'Euphrate. Quand c'était les Romains qui gagnaient, ils arrivaient jusqu'au Tigre, puis la frontière s'établissait là. Quand c'était les Perses qui gagnaient, la frontière allait s'établir sur l'Euphrate, et grosso modo, on en restait là. Mais au début du 7e siècle, cet équilibre-là a été rompu. C'est-à-dire que ces deux empires qu'on pensait à peu près éternels se sont livrés une guerre si terrible que tous les deux ont été sur le point de vaciller, que les armées perses ont rompu les digues, ont conquis l'Égypte, l'essentiel du Moyen-Orient, ont pris Jérusalem, et les armées perses ont campé en face de Constantinople. C'est-à-dire que les habitants de Constantinople voyaient l'armée perse de l'autre côté du Bosphore. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'est un moment où tout semble possible. On avait une situation à peu près stable, et tout d'un coup, tout ce qui est figé redevient mouvant, et il y a plein de possibles qui surgissent à ce moment-là. Il y a plein d'avenirs qui se créent, et c'est ça que j'ai voulu raconter là-dedans, et l'Empire perse est une partie de tout ça. De hecho, el imperio persa aparece en la novela. De hecho, es el gran adversario de los romanos. Siempre había sido el ejército opuesto, imposible de vencer, y en las batallas pues van cambiando las fronteras dependiendo de si un frente u el otro iba ganando dicha batalla entre el Tigris y el Éufrates. Hay un gran equilibrio durante siglos hasta que este se rompe y es una guerra terrible, y esto hace que los persas lleguen incluso a acampar en el Bósforo, en la misma Constantinopla. Y esta situación estable deja de serlo, y por eso los persas llegan casi a puertas de Constantinopla. De eso no podemos contar mucho porque entonces estaríamos haciendo un spoiler de la novela. Yo prefiero que la leáis a que os la contemos entera. Como se me ha olvidado decir, y ahí me da culpa, que esta es la primera novela de Baptiste. Y a mí cuando la leí, ahora he estado viendo las notas, digo, pues la leí en febrero de este año, me sorprendió la madurez para una primera novela. Entonces, una pregunta que yo creo que es lógica es ¿cuánto tiempo ha estado documentándose y cuánto tiempo ha tardado en escribirla? Porque creo que tardó bastante. J'ai compris. Alors, va a aprender español aquí con esta charla, ¿eh? C'est quand même très proche. Te sabe un poco. Alors, c'était mon premier roman, c'est vrai. Du coup, tout a été beaucoup plus compliqué. Maintenant, j'ai en comparaison l'écriture le deuxième roman a été beaucoup plus simple à écrire. Mais alors, pour celui-là, la documentation, ça m'a pris à peu près 6 mois. Mais il n'y en avait pas tellement de documentation, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi ce sujet-là. Comme c'est des siècles obscurs, il n'y a pas de... C'est pas comme la grande période de l'Empire romain, où il y a des dizaines de milliers d'ouvrages qui traitent de chaque bataille. Là, les ouvrages, c'était quelques dizaines, beaucoup en français, beaucoup en anglais, quelques-uns en italien. Et donc, je pouvais me dire que j'avais à peu près fait le tour
en 6 mois. Et de toute façon, mon objectif, c'était pas de la fidélité historique absolue. Ensuite, pour l'écriture, ça m'a pris à peu près 18 mois. Mais le plus long, ça a été la réécriture. La réécriture m'a pris plusieurs années. Je l'ai réécrit 10-15 fois, mais vraiment réécrit, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de changements. Entre la première version, le premier jet, et le résultat maintenant, je pense que 95% de la matière a changé. 95% des phrases ont été modifiées. J'ai beaucoup coupé, j'ai remodelé, j'ai coupé, j'ai simplifié. C'était beaucoup trop compliqué au départ, c'était beaucoup trop ambitieux. Et en réalité, je me suis aperçu avec le recul que j'avais appris à écrire en réécrivant. La documentación le ha llevado aproximadamente unos 6 meses. Es cierto que no había mucha documentación sobre el tema, ya que es un periodo muy oscuro y sin mucha información. Le costó unos 18 meses lo que es la escritura de la novela, y lo más difícil fue la reescritura, que más o menos lo reescribió entre 10 y 15 veces, ya que un 85% de todo lo que escribió al principio ha sido remodelado, ha sido simplificado, con muchos cambios, ya que las frases eran demasiado largas, muy complicadas, y decidió simplificar la escritura. Baptiste, ¿se aprende a escribir reescribiendo? Porque como la has reescrito tantas veces, es como se coge el aplomo de escritor reescribiendo tantas veces una novela. C'est à partir de la réécriture qu'on apprend à écrire. Oui, je pense, pour le... Oui, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas. J'ai vraiment progressé en réécrivant. C'est-à-dire que je comprenais les choses quand je devais... En fait, la réécriture, ça a été des moments... J'ai même progressé en n'écrivant pas, en fait. C'est-à-dire, il valait mieux à certains moments que j'arrête de corriger, que je le laisse de côté pendant 6 mois, que je fasse autre chose, que j'aille faire des reportages, que j'oublie complètement. Et quand je revenais dessus pour le corriger, j'avais progressé. J'avais progressé parce que j'avais écrit d'autres choses. J'avais fait des entretiens, des choses comme ça pour les journaux dans lesquels je travaille. Mais je pense que dans un coin de ma tête, dans mon inconscient, le cerveau continuait à travailler le texte, mais à essayer de chercher des solutions aux problèmes qu'il posait, et qu'il a maturé comme ça pendant la phase de réécriture. Sí, es verdad que ha progresado reescribiendo, pero es cierto que ha progresado más sin escribir, sin reescribir. Es decir, ha preferido dejar pasar el tiempo, dejar madurar la idea y volver otra vez a la frase. Aunque es cierto que inconscientemente el cerebro seguía ahí trabajando, buscando soluciones a esos textos. Bueno, el lenguaje de Baptiste es muy cinematográfico, tiene muchas imágenes, utiliza poco los diálogos y sí las descripciones. ¿Eso lo hace de una manera deliberada para darle más, para que sea la novela más trágica, o prefieres utilizar los... No sé qué. Cuando el que no habla tiene que apagar. Gracias, Sebastián. Que como nosotros somos de letras, esto no viene, pero lo hacemos así. No sé qué estaba diciendo. Sí, lo de diálogo. Es para buscar más, que sean las escenas más trágicas. Il y a peu de dialogue, c'est ça? Voilà, exactement. Donc il y a peu de dialogue et plus d'images. Donc est-ce que ça, c'est la façon de faire que la scène soit plus tragique?
Alors, comme on est entre nous, je vais vous dire la vraie raison de ça. Dans la première version, il y avait beaucoup plus de dialogue. Et c'est une des choses que j'ai le plus coupé. Et j'ai coupé les dialogues pour une raison très simple, c'est que j'étais en tout cas à ce moment-là vraiment pas très bon en dialogue. C'est pas mon truc. Je me suis dit qu'il fallait que tous les dialogues que j'ai pu supprimer, je les ai supprimés, je les ai transformés en récits, parce qu'il me semblait que j'étais beaucoup plus efficace pour le récit, en fait, que ça marchait beaucoup mieux. Alors peut-être que pour les romans suivants, mais en fait pour les romans suivants, du coup, j'ai aussi évité les dialogues, je l'avoue. Je les réduis au minimum. J'essaye qu'il n'y ait pas, par exemple, de longues tirades qui fassent une page, ni même une demi-page. J'essaye que ce soit une phrase, 2 phrases, 3 phrases maximum, des phrases courtes, sobres, efficaces, percutantes, parce qu'au départ, je faisais passer par le dialogue des choses qui passent beaucoup mieux dans le récit. Et je pense que je suis meilleur en récit qu'en dialogue, donc voilà, c'est ça la raison. En la primera versión había mucho más diálogos que ahora, de hecho lo que hizo fue suprimirlos al máximo, y la simple razón es porque no es muy bueno en diálogos y prefiere la narración porque piensa que es más eficaz y que puede transmitir mucho más con la narración que con los diálogos. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque la verdad es que sus diálogos son buenos. De su novela me han gustado muchísimas cosas, pero el inicio, la verdad es que no lo podéis perder. Hay una carrera de cuádricas que me recuerda a Ben-Hur. Entonces, te voy a hacer 2 o 3 preguntas sobre esto, pero la primera es, ¿te has inspirado un poco en Ben-Hur o en las películas italianas para escribir esa primera parte de la novela? Es que merece la pena leer eso. De verdad que es impresionante y ocurren muchas cosas. Oui, clairement. Toute la première partie... En fait, le roman s'ouvre quasiment sur l'hippodrome. C'est là que ça se passe. J'ai décidé de présenter la ville un jour où une grande partie des habitants sont réunis dans l'hippodrome. Ça me permettait d'avoir une espèce d'unité dramatique, une unité de lieu. Vous savez que nous, Français, on a un problème avec la tragédie classique. Tout devait se jouer dans un petit laps de temps, dans un seul endroit, et qu'il y ait une unité d'action. Et là, au début, j'ai peut-être été prisonnier de ces modèles scolaires-là, et j'ai voulu qu'il y ait un maximum de choses qui se passent dans ce lieu clos de l'hippodrome, qui était quelque chose d'énorme. C'était un hippodrome qui pouvait réunir des dizaines... C'était plus grand, je pense, que le stade Bernabéu de Madrid. Et surtout, le spectacle était beaucoup plus violent. C'était des courses de chars qui opposaient des écuries qui étaient désignées par des couleurs. Il y avait les 2 plus grandes écuries, c'était les verts et les bleus. C'est celle que j'ai gardée. En réalité, il y en avait d'autres aussi. Il y avait des rouges, par exemple. Mais les plus importantes, c'était les verts et les bleus. Et c'était des écuries qui étaient devenues beaucoup plus que de simples écuries sportives. C'était devenu des entités politiques qui contrôlaient des quartiers entiers de la capitale. Et j'ai voulu montrer dans ces courses de chars tous les liens qu'il pouvait y avoir avec la politique. C'est-à-dire que, bon, c'est difficile de... Non, peut-être... c'est mieux que Vale. Pues la novela empieza en el hipódromo porque es un sitio enorme donde puede ocurrir un montón de cosas. Ahí se desarrollan espectáculos y puede presentar ahí las cuadrigas con los colores verde y azul principalmente, que es la relación que puede verse entre las cuadrigas y la política.
Y como te había dicho antes, ¿te has fijado en películas italianas de Peplum, de Ben Hur, en alguna película? Porque su lenguaje es muy cinematográfico. Son dos tramas, principalmente de la novela, que se van alternando, en capítulos muy cortos. Algunos capítulos tienen 2 páginas, 4 o 5. Entonces tiene un lenguaje muy cinematográfico, que es lo que estamos también ahora viendo en las series de televisión. ¿Te has fijado en ese tipo de películas italianas o de Hollywood para escribir alguna parte de la novela? Oui, Ben Hur, c'est vrai, c'est un grand film pour moi. C'est vraiment un film qui m'a marqué. J'ai adoré, par exemple, dans Ben Hur, ça n'a absolument rien à voir avec Constantinople, la façon dont le Christ était représenté, parce qu'il n'était pas montré, on ne le voyait jamais on le voyait, je crois qu'on le voit qu'à un seul moment de dos. Et c'est une image qui m'a marqué. J'ai trouvé que c'était la meilleure manière de le montrer, en fait. De montrer son aura, parce que dès qu'on montre une personne qui est censée être le fils de Dieu, et qu'on voit un acteur, ça perd beaucoup de sa charge spirituelle. Donc Ben Hur, oui, ça a été un grand modèle. Gladiator aussi, je pense, d'une certaine façon. La façon dont était représenté le Colisée, même si ce n'était pas des courses de chars dans Gladiator. Se he pillado en Ben Hur porque sí es verdad que es una película que ha adorado, aunque no tenga nada que ver con Constantinopla, debido a que bueno, muestra al personaje como un hijo de Dios. También se ha inspirado en Gladiator, sobre todo por la representación del Coliseo. La primera parte de la novela discurre en el hipódromo, pero también discurre a las puertas de Constantinopla, porque esto sí lo podemos decir, el rey Focas era un usurpador que gobernaba en Constantinopla. Y luego teníamos unas tropas que asedian o que quieren asediar Constantinopla para conquistarla, porque, como he dicho, le trataban todos de usurpador. ¿Ha sido fiel a la historia en todos estos capítulos, donde cuentas la historia del asedio y todo? Ajá. Donc la première partie se développe surtout à l'hippodrome et raconte un peu l'histoire de Phocas. C'est un usurpateur et il y a aussi des troupes qui veulent envahir Constantinople. Est-ce que vous êtes fidèle à l'histoire Moyennement, c'est-à-dire que j'ai respecté les grands points, les grands cadres, mais à l'intérieur de ces grands cadres, j'ai changé beaucoup de choses et j'ai essayé de dramatiser. Et du coup, pour dramatiser, j'ai dû simplifier. J'ai notamment... j'ai évité toutes les complications. Voilà, j'ai simplifié, j'ai dramatisé. En cierto modo has sido fiel a la historia, sobre todo en los grandes aspectos. Sí es verdad que ha cambiado cosas y lo que ha hecho ha sido dramatizar. Y para eso ha tenido que simplificar los hechos, evitar en todo momento las complicaciones. ¿Te gusta mezclar personajes históricos con ficticios? ¿Y has utilizado muchos personajes ficticios en la novela? Est-ce que vous aimez mélanger les personnages réels avec ceux qui sont irréels? Alors oui, il y a un mélange des deux, mais il a fallu que je calcule le pourcentage de réel et d'imaginer. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de réel que d'imaginaire. Dès que j'ai pu prendre un personnage réel, je l'ai pris. Je n'ai absolument pas cherché à faire correspondre sa psychologie à ce qu'elle pouvait être à l'époque.
parce que honnêtement, on n'en sait rien. C'était trop vague pour qu'on puisse le savoir. C'est pas des personnalités très connues comme peuvent être des personnalités de l'histoire romaine antérieure, des gens comme Cicéron ou Jules César. Du coup, j'étais relativement libre. Et il y a quelques personnages, les personnages principaux sont des personnages historiques. Et il y a quelques personnages inventés, mais qui sont des personnages secondaires. Principalmente todos los personajes, casi todos los personajes son reales. Si hay algún personaje real en la historia, él lo coge. Y principalmente todos los personajes reales son históricos. Bueno, la novela es una novela de aventuras romana. Y como buena novela de aventuras, pues tiene que tener también su historia de amor. ¿Es importante tener una historia de amor en una novela para atraer a cierto tipo de público? Oui, alors là encore, oui, c'était important. La première version était beaucoup plus masculine, beaucoup plus centrée sur les grandes batailles. Il y avait beaucoup plus de testostérone. Et le premier lecteur a été une lectrice, c'était ma compagne de l'époque, et elle m'a dit vraiment, il faudrait faire un effort sur les personnages féminins. Et donc, l'un des grands axes de réécriture, ça a été les personnages féminins et l'histoire d'amour. Et là, surprise, j'ai adoré faire ça. Je me suis aperçu que les personnages féminins étaient en réalité beaucoup plus intéressants à exploiter que les personnages masculins, parce qu'ils doivent faire face à beaucoup plus d'obstacles. Le monde est fait, et surtout à ces époques-là, pour les personnages féminins, pour les personnages masculins, pour les hommes. Donc, une femme doit beaucoup plus réfléchir pour s'imposer. Elle a plus d'efforts à fournir, et du coup, sa psychologie est beaucoup plus intéressante à travailler pour un romancier, je trouve. Et c'est ça que j'ai découvert pendant la réécriture. En la primera versión, casi todo, bueno, prácticamente todo era personajes masculinos, había muchas batallas, mucha testosterona, y una lectora le dijo que hiciera un esfuerzo para poner más personajes femeninos, y se dio cuenta de que las mujeres pueden explotarse aún más, se pueden explotarse más, y que las mujeres tienen que imponerse, que se puede sacar mucho más provecho a las mujeres en una novela. Bueno, vamos a ir terminando porque quiero que si alguno de ustedes quieren intervenir con alguna pregunta para que él pueda responderla, pues tengamos tiempo para todo. Para terminar, se me ocurre una pregunta. Tenemos batallas campales, tenemos amor, tenemos política, mucha política, porque el emperador, la verdad es que era un tío manipulador. Tenemos corrupción, que la podemos ver también en el hipódromo. La novela histórica, aunque esté centrada en el siglo VIII, tiene un reflejo en este siglo XXI. Y si piensas también que cuando estás escribiendo una cosa de ese siglo, también te basas en la forma de pensar y de ser que tenemos en este siglo. Donc dans le roman, il y a des batailles, de l'amour, de la politique, à l'empereur, corruption. Donc c'est un roman historique, mais est-ce que c'est un reflet aussi du 21e siècle? Alors, c'est une question qui m'embête beaucoup, parce que j'ai conscience qu'on peut voir, notamment dans la première partie, quelque chose qui ressemblerait au populisme. On pourrait dire que l'empereur Phocas, qui est un démagogue, c'est Trump, si je simplifie beaucoup. Mais il se trouve qu'entre-temps, entre le moment où j'ai écrit ce roman et maintenant, j'ai beaucoup changé sur ces questions, je me suis beaucoup renseigné, et du coup ça m'embête
ces parallèles m'ennuient un peu, voilà, parce que je pense que beaucoup de choses ont évolué entre cette époque-là et maintenant. Le peuple qui est décrit dans Constantinople n'est pas le peuple aujourd'hui. Ce sont des gens très différents. Je vais prendre un seul exemple, mais à mon avis, c'est la chose qui a le plus changé. À ce moment-là, 10% de la population sait lire et écrire. Aujourd'hui, 100% de la population sait lire et écrire. Et quand on sait lire et écrire, on n'est plus la même personne. Donc, rien que ça empêche tout parallèle simpliste, à mon avis. Podemos decir que ha cambiado bastantes cosas respecto a la época de la novela. La gente, por ejemplo, ya no es la misma. En esa época el 10% de las personas podían leer y hoy prácticamente el 100% lo sabe. Y eso hace que la gente ya no sea la misma, el poder pensar por sí misma. Pero aún así, en aquella época había mucha manipulación política, porque Focas es un artista de la manipulación política. Y ahora, pues, tanto en tu país como en el nuestro, como en muchos, pues, los políticos son unos artistas de la manipulación. Entonces, yo me quería referir a eso. Se sigue manteniendo ese aspecto de que el político tiene que ser manipulador. Oui, non, c'est vrai que si on se concentre sur Focas, on peut difficilement ne pas penser à certains politiciens aujourd'hui, à des gens comme Berlusconi par exemple. Mais c'est vrai. Et puis, bon, je pense de toute façon, quand on écrit un roman historique, on est obligé de s'appuyer sur ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, nos références, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, on insuffle du monde d'aujourd'hui dans le monde d'hier. Es verdad que hay mucho populismo ahora y se puede ver, por ejemplo, en Focas, ese usurpador, y podría un poco darle imagen a políticos como Berlusconi, en la que la gente intenta, o los políticos intentan, pues, luchar por su propio interés. Es que la máxima de pan y circo en esta novela está muy presente. Focas es un manipulador, como he dicho antes. Ya para terminar, porque quiero dar paso al público. Nosotros muchas veces con estas novelas las calificamos como corales, porque tienes muchísimos personajes. De todos los personajes que has tratado, ¿con quién te quedarías? ¿Y a quién has tratado de alguna manera especial, más especial que al resto? Donc on peut dire que c'est un roman choral parce qu'il y a beaucoup de personnages là-dedans. Parmi tous les personnages, quel est, à votre avis, le personnage spécial pour vous? À mon avis, c'est un personnage féminin. C'est celui qui a, je ne vais pas dire son nom, mais c'est pour ceux qui le liront, c'est celui qui a les cheveux roux. Para él no va a decir el nombre, pero es una chica pelirroja. ¿Empieza por H? Que si empieza su nombre por H. No. No, bueno. Bueno, pues creo que es el momento de que participéis. Tenéis la oportunidad de comprar la novela, él la va a poder firmar. Es un novelón y para ser una primera novela, la verdad es que os vais a quedar asombrados de cómo ha podido escribir una novela con tanta madurez, su primera novela, y él como yo, somos periodistas y normalmente solemos escribir muy deprisa y todo eso, pero tiene una prosa muy reposada y muy corregida, o sea, porque él ya nos ha dicho la de veces que lo ha estado corrigiendo y todo eso. O sea, yo creo que tiene un valor añadido esta novela grandísimo. Encima trata un tema
me refiero a Constantinopla, que no está muy tratado. Siglos después sí se trató en bastantes novelas pues, con el tema de las cruzadas, porque muchas cruzadas pasaron por allí y los emperadores de Constantinopla y de la Roma oriental sí ayudaron a los cristianos que venían de Occidente, pero este siglo que trata concretamente es un siglo muy oscuro, del que sabemos muy poco, pero que gracias a Batips lo conoceremos más, lo vamos a conocer más. A ver, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda que queráis consultar? Preguntar. Los personajes femeninos son todos inventados, ¿hay alguno real? Si te has documentado, porque me imagino que habría mujeres protagonistas, ¿no? Pero es importante. Yo quiero saber hasta qué punto esas mujeres eran importantes en la sociedad. Si estaban integradas o estaban al margen, si había machismo, ¿cómo era? Je crois que j'ai compris que c'est le statut des femmes. Exactement, si elles étaient intégrées, s'il y avait le machisme, donc si l'homme avait pouvoir. Alors, de ce que j'en sais, hein, à cette époque, le statut des femmes était moins bon qu'aujourd'hui dans les sociétés occidentales, mais il n'était pas si horrible que ça. C'est-à-dire que on a vu des impératrices qui avaient un pouvoir énorme. On a vu des impératrices très peu après la période que je décris là, qui gouvernaient sans empereur. C'est quelque chose d'inimaginable dans des sociétés du Moyen-Orient, par exemple. Donc, c'était plus dur pour elles que pour les hommes, mais ça allait quand même, je trouve. C'est-à-dire qu'elles pouvaient s'imposer malgré tout si elles avaient le courage de le faire. Toutes les portes n'étaient pas fermées. El estatus de la mujer no era evidentemente el de hoy, era bastante peor, pero no era tan malo como nosotros pensamos. De hecho, poco tiempo después, las emperatrices podían gobernar solas, sin emperador, algo que era inimaginable. En esa época había etairas, eran como prostitutas de lujo que estaban al lado de un magnate, de una persona con mucho dinero y que se relacionaba con todos los personajes de la alta sociedad. Era como una mujer diplomática, no era la mujer del magnate, del rico, pero era una mujer que estaba a su lado para relacionarse con la alta sociedad y con los negocios, para hacer negocios. ¿Has encontrado algo de esto en la historia, en esa época? Bueno, de este tipo de mujer. Donc à l'époque, il y avait... Ese tipo de mujer no hay en la novela. No, Hay otro tipo de mujer vida. porque uno de los protagonistas pues era un poquito de vida alegre, ¿no? Entonces cada noche sus generales le buscaban mujeres para pasar una noche. Vale. Pero en ese tipo de taira que dices, no. Es que me estaba no. acordando de la época de José Luis San Pedro, la vieja sirena, que habla también de Constantinopla. Sí, pero no era la misma época. Era la misma, ¿eh? vale. Donc s'il y avait des prostituées qui entouraient les personnes puissantes pour avoir un peu le pouvoir. Vous pensez à Théodora, et Justinien, je pense. Mais Peut-être. je ne pouvais pas traiter tous les aspects. Par exemple, un autre aspect que je n'ai pas du tout traité, c'est l'aspect religieux. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Je n'ai pas voulu, alors que c'est quelque chose qui nécessairement imprégnait les mentalités de cette époque. Mais cet aspect-là, un jour, si j'écris un roman sur Justinien, qui à mon avis est vraiment un personnage fascinant, ce sera traité. Más dudas. Ah, perdón. No sé. No, es que
Lo he entendido yo, ¿verdad? En la novela no trata el aspecto religioso y si algún día escribe sobre Justiniano, seguramente que tratará el tema de la religión. Más preguntas. Venga. Mira, Tenemos nuestro historiador. Las preguntas de él también van. Bueno, hasta el momento están siendo muy inteligentes todas. Adelante. desconozco el grado de conocimiento que tenía de Constantinopla hasta que se empezó a documentarse para la novela, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber si ha encontrado muchos mitos de lo que se suele decir de Constantinopla y luego cuando ha mirado la documentación ha visto que quizás eran falsos, ¿no? Si ha encontrado muchos mitos o si se ha encontrado una Constantinopla de la que se ha llevado muchas sorpresas. Donc, si vous avez trouvé des mythes à propos de Constantinople et après la recherche, vous avez su si ce mythe est réel ou non à propos de Constantinople. Donc, il y a des mythes à propos de Constantinople et après la recherche, si ces mythes sont réels ou pas. Ah oui, c'est une question vachement intéressante, mais je ne sais... Il faudrait que je réfléchisse. J'ai pas l'impression, c'est-à-dire que j'ai commencé à me documenter quand j'ai découvert cette histoire qui m'a surprise en elle-même. Donc ensuite, j'ai découvert... Non. Respire un poco. Bueno, espera, perdón. En principio, Que no. Suponía que todo lo habíamos entendido porque lo ha estado dudando y al final... Bueno, pregunte, por favor. Una época tremendamente religiosa, donde yo creo, no lo sé si había separación entre el poder político y el poder religioso. Supongo que el militar sí, porque ya tenía la cosa más avanzada, pero no tocar el tema religioso no deja un poco de vacío de lo que en realidad pasaba en la época, máxime cuando considero... Espera, sí trata el tema religioso. Ten en cuenta que Constantinopla era cristiana también en aquella época, o sea, sí lo trata. Entonces, lo digo por si quieres reformularla para que... No, es que había entendido como que no trataba el aspecto religioso. No. Entonces, O sea, no es un tema central, pero claro, está presente. Lo que pasa es que es más político, es más militar, porque hay batallas bélicas. Entonces, pero bueno, tradúcelo y que... Donc, à l'époque, il y avait une séparation entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux, militaire. Donc, ne pas traiter beaucoup l'aspect religieux ne laisse pas un vide dans le roman. Si, c'est possible, mais il fait déjà 500 pages. Et alors voilà, non, vous m'avez posé tout à l'heure la question des rapports entre notre époque et cette époque-là. Et si j'avais trop développé l'aspect religieux, je pense qu'on aurait eu un sentiment d'étrangeté avec cette époque. Parce qu'on vit dans nos sociétés, dans des sociétés très peu, qui ne sont plus religieuses. Et j'avais pas envie d'introduire cette distance. C'est pour ça que j'ai un peu laissé de côté la dimension religieuse. Elle est mentionnée, mais elle n'est pas développée pour justement rendre cette époque plus proche de nous. C'est ça la vraie raison. Aunque lo trata en cierto modo, pero ha preferido desarrollar el poder político para aproximar la historia a nosotros, ya que vivimos en una época donde la religión quizá va perdiendo poder. Hay algunos pasajes que se suceden en un convento de, no sé si decirlo monjas, pero porque no sé exactamente si sería ese término en ese siglo, pero que ocurre
ahí. Es decir, pero lo trata de pasada. Como él ha dicho, le importa más el tema político y militar que religioso. Lo decía sobre todo porque en la batalla, siempre antes de la batalla, los romanos hacían sus sacrificios, veían tal y cual, y a ver si eso era posible o no. Supongo que ten en cuenta que ya estamos hablando de una Roma cristiana. no, pues claro, que estamos ya en... empezaban antes de empezar la batalla. ¿Otra pregunta? Je voudrais savoir pourquoi il a décidé de mélanger l'histoire très ancienne comme Constantinople avec l'actualité. C'est pour tenir un public préparé et puis peut-être pour la jeunesse. Alors, j'ai pas mélangé, mais j'ai voulu qu'il y ait qu'on ne se sente pas étranger à ce monde-là, qu'on puisse se reconnaître dans les personnages. Honnêtement, je pense que si on écrivait vraiment en essayant de reproduire, à mon avis on peut pas, hein, la psychologie de ces gens-là, on n'y comprendrait rien. Ils ne pensaient pas comme nous, vraiment. Il y a une base humaine à peu près immuable, mais sur tout un tas de choses, vraiment l'aspect religieux, ces gens étaient obsédés par des questions religieuses qui nous semblent absurdes. Les débats religieux de cette époque, ils n'étaient pas absurdes à l'époque. Hein. Aujourd'hui, il nous semble, on se dit comment ils ont pu se tuer pour savoir si le Christ était une seule personne ou s'il était complètement homme et Dieu ou complètement Dieu. Ouais, c'était des questions très sérieuses. C'était les gens vibraient pour ces questions-là. Et c'est pas des questions qui nous font encore vibrer nous. C'est pour ça que je voulais pas les introduire. C'est vrai pour que ça nous parle plus. C'est vrai. Oui. Ha tratado de que nos reconozcamos los personajes, estudia la psicología, que tiene una base humana, y esos personajes están obcecados por una religión, por ejemplo, si Cristo es una sola persona, si es Dios, si es Dios. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sebastián, venga, por ella. Va a ser la última porque ya me están diciendo que hay otra presentación y entonces te vamos a conceder la última pregunta. Me ha parecido escuchar cuando una primera pregunta sobre el tiempo de documentarse para el escenario histórico de la novela y el tiempo que le llevó a hacer la redacción de la propia novela, teniendo en cuenta que es un novelista novel, ¿no? Me pareció entender que contestó 6 meses para documentarse. Y también he entendido de que no es historiador, sino periodista. Sí. Y me ha llamado muchísimo la atención porque esta mañana Alan Citronello, que es historiador, necesitó varios años para documentarse sobre el siglo y sobre la materia que iba a tratar, y varios años también para poder escribir la novela, ¿no? Digo que quiero que lo confirme porque ¿cómo es posible de que no siendo historiador en 6 meses resuelva desde el punto de vista documental el conocimiento suficiente para poder escribir sobre una época histórica? Es una buena pregunta. Je crois que j'ai compris. Je voulais pas faire un roman, comment dire. J'adore l'histoire, mais je ne suis pas historien. Et mon roman ne cherche pas à restituer l'époque et les événements dont je parle en détail, ni ça ne m'intéressait pas. C'est pas ça que je voulais faire. Je sais qu'il y a des romanciers qui le font et qui le font très bien, et j'adore lire leurs romans. Mais moi, je voulais quelque chose qui soit plus épuré. Ce qui m'intéressait, c'était les grandes lignes de l'histoire, et ensuite me documenter suffisamment pour la rendre à peu près crédible, pour qu'il n'y ait pas d'énormes anachronismes, voilà, qu'elle semble à peu près plausible. Si vous voulez, en fait, l'histoire, c'est le cadre, c'est le décor, c'est l'arrière-plan. Pardon, l'histoire, l'époque historique.
l'époque historique, c'est l'arrière-plan. Mais c'est le cadre. Mais c'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est la fiction. C'est la fiction qui est elle, qui est devant, qui est le premier plan. Et c'est pour ça que j'ai pas cherché quelque chose d'absolument fidèle, d'absolument qui est d'exhaustif. L'exhaustivité vraiment ne m'intéressait pas. Le encanta la historia, no le interesa ir al detalle, prefiere una literatura más depurada, tratando las grandes líneas de la historia de forma creíble, y la época histórica es el escenario, es el marco, y lo que le interesa a él... No, el escenario, l'arrière-plan. Vale, el backstage, Ajá. Sí. J'ai pas été clair. Vale, sí. Entonces, la época histórica es el trasfondo, efectivamente, y lo que le interesa realmente es la ficción, que es lo que pone en primer plano. Es que esta novela tiene mucha ficción, y cualquier novela histórica se basa en pequeños retazos históricos, pero luego nunca podemos, tanto un historiador como un novelista histórico, nunca sabe lo que hablaban realmente los protagonistas, lo que pudieron hablar los protagonistas. Todos los diálogos es ficción, y esta novela, aunque tiene pocos diálogos, es descriptiva, bueno, tiene mucha... Pero hay un ambiente, una psicología, unos personajes, una época que está retratada, suponemos que bien, porque realmente tampoco lo conocemos, pero la novela es una novela muy interesante, que yo recomiendo que la compréis, que no la haya comprado, y espero que esta pequeña charla y esta presentación os haya resultado interesante. ¿Quieres alguna pregunta? Pues entonces yo creo que le vamos a dar un fuerte aplauso a Batiste, que será muy